Le cheval de Turin, Bel-Attar ou le refus, envers et contre tous. Pour la petite histoire, face au grand artiste qu'est Bel-Attar, réalisateur hongrois, le cheval de Turin, film sorti en 2011, a pour origine un incident qui bouleversera la vie d'un certain Nietzsche. En effet, le 3 janvier 1889, alors qu'il effectuait un trajet en calèche dans la ville de Turin, le cheval cessa d'avancer. Incapable de le remettre en marche, le cocher battit la bête, ce qui suscita chez le philosophe un élan de compassion irrépressible d'une intensité hors du commun. Nietzsche se pendit au cou de l'animal et passa prostré les 10 dernières années de sa vie dans un état de démence. De là à penser que Bel-Attar, qui aurait été présent ce jour-là, n'ait trouvé rien de mieux que de rentrer avec ce cheval et son cocher jusqu'à cette ferme isolée, un marbre mort battu par une tempête du diable, un père taiseux et sa fille, une charrette, et ce même cheval qu'on attellera puis détellera une fois, 10 fois avant de renoncer, grande est la tentation. Film frugal, tout comme le repas d'un père et de sa fille, qu'ils partagent jour après jour, des pommes de terre cuites à l'eau au gros sel, tandis que dans la grange un cheval refusera bientôt toute nourriture. Et à propos de cet animal, on sera tenté de se dire que si ce cheval avait eu le don de la parole, sans doute, c'est sans un mot qu'il aurait mené sa vie. Cinéaste au rythme cardiaque très lent, cinéma en apnée, car si d'aucuns savent retenir leur souffle, d'autres savent retenir le temps, comme personne, tout comme cette musique musclée, organum et cordes dans le grave, véritable bombe à retardement lancinante et récurrente, en do mineur, destinée à porter et à accompagner 30 plans séquences de 5 minutes chacun, plans contemplatifs pour les uns, pour d'autres plans interminables. Ces plans trouveront pourtant leur raison d'être, leur force, leur efficacité, leur caractère aussi rare que précieux, comme chacun sait, le cinéma n'est pas ce qui nous est montré, mais ce qui nous est révélé, dans le fait que tous ces plans sans exception forceront le spectateur à quitter l'image et l'écran pour rentrer dans lui-même et y poursuivre 2 heures et demie durant, même et surtout somnolent, sa propre œuvre que devient alors sa vie, pour le temps qui lui sera donné d'être le spectateur de Bel-Attar. Pour cette raison, le cheval de Turin se rêve autant qu'il se voit, aussi, et vraiment, on peut affirmer qu'avec le cinéma de Bel-Attar, c'est autant le spectateur qui fait le film que le réalisateur, et nous devrions tous demander à partager avec lui l'ours d'argent que le film a reçu à l'occasion du dernier Festival de Berlin. Artiste d'une radicalité qui n'a besoin ni de secours, ni de discours, ni de justification, fascinés nous sommes, face à la volonté de faire de ce réalisateur pour lequel aucun compromis n'est une option. Et si au cinéma le noir et blanc reste bien le choix de ceux qui ont encore quelque chose à dire, la couleur, celle de l'industrie cinématographique, avilissant tout ce qu'elle touche et recouvre, le cheval de Turin restera un gigantesque bras d'honneur adressé à cette modernité cinématographique. Imbécile et veule, film après film, un film chassant l'autre, d'un Bel-Attar, ennemi public numéro 1 de tous ceux qui ont la faiblesse, la bêtise ou la naïveté de penser que le cinéma n'est qu'un divertissement destiné à nous faire vivre par procuration des vies au suspense insoutenable, dans la fureur, le bruit, le sang, les larmes et la sueur de coït sans nombre. Mais alors, qu'ils passent donc leur chemin. Le prochain Eastwood, eh oui, déjà le suivant, car c'est bien connu, les gens qui n'ont pas idée en ont 50 par jour. Le prochain film de Clint Eastwood, donc, avec ses acteurs tâcherons d'une industrie sans art, il pourvoira. Car quelque part dans une province hongroise, c'est un réalisateur qui nous attend. Un réalisateur qui attend le plus exigeant d'entre nous. Après le passage d'un groupe de tziganes que personne n'a invité, chassés à la hache, l'eau du puits s'est tarie, la tempête s'est tue, le soleil a fondu et l'aube ne s'est plus levée. Après l'eau épuisée, c'est une lampe à pétrole, au réservoir pourtant plein, qui refusera définitivement d'éclairer la demeure d'un père et de sa fille, et bientôt l'écran, car plus de lumière, plus de cinéma. Bel-Attar écrase tout sauf le spectateur, et longtemps on pourra se demander avec lui, qui n'en a aucune idée aujourd'hui encore, et même après plus de 10 films, quelle peut bien être l'origine, quelle scène primitive au traumatisme fondateur d'un tel parti pris artistique, d'un tel refus proche d'un Bartleby obstiné et têtu, d'une telle démarche hors du commun, même si une réponse semble s'imposer. À l'origine de cette radicalité, sans doute, trouvera-t-on le refus, encore le refus, d'un monde dans lequel il n'est plus possible de vivre sans tuer l'autre, ou dans le meilleur des cas sans pourrir irrémédiablement la vie de son voisin, avant de ruiner sa propre vie dans une lutte acharnée et cruelle pour une survie qui n'est déjà plus une vie mais un commencement de mort lente et sinistre. Et si l'on tend l'oreille, on pourra très certainement entendre la voix de Bel-Attar nous dire, dans ces circonstances, ce sera sans moi. En effet, Le cheval de Turin est l'ultime film d'un cinéaste qui abandonne le cinéma.